Georges Mink, qui est déjà venu nous parler, non pas dans cette salle, mais dans un autre lieu de Paris, et avec qui j'ai partagé. Oui, est-ce que tu peux parler plus fort? Vous m'avez fait au micro, moi aussi. Alors il faut que je l'allume aussi. Ah oui, la première fois que j'utilise. Voilà, bon. Donc, je recommence. Je voudrais saluer Georges Mink, qui est déjà venu nous parler, et avec qui j'ai partagé un long compagnonnage, notamment au cours des années 90, lorsque nous avons animé un forum de l'Europe centrale avec les pays du groupe de Visegrad. Alors, Georges Mink, il est président de l'International Council for Central and East European Studies, directeur de recherche émérite à l'Institut des sciences sociales du politique. C'est un familier de Sciences Po et de beaucoup de ce genre. Professeur permanent au Collège d'Europe, où il occupe d'ailleurs, il exerce beaucoup de fonctions, de tâches, aussi bien à Varsovie, à Bruxelles aussi quelquefois. À Bruges. À Bruges, je veux dire, aussi, oui, à Bruges. Bon. Et d'ailleurs, quand nous avons travaillé ensemble, c'était un peu sous l'égide du Collège d'Europe de Bruges. Alors, nous nous interrogeons en effet, comme beaucoup de Français et d'Européens, sur ce qui se passe actuellement en Europe centrale. On s'interroge aussi sur ce qui se passe aux États-Unis, mais enfin, ce qui se passe actuellement en Europe centrale. Après avoir suscité l'approbation et même avoir été célébrés pour la réussite de leur transition, tant politique qu'économique, ces pays inquiètent aujourd'hui. En ce qui concerne le premier point, le point politique, économique, pardon. Les pays de l'Europe centrale ont été salués pour la sagesse de leur politique économique qui leur a valu de connaître une croissance particulièrement rapide par rapport à celle de la zone euro. Plus rapide que celle de la France, de loin. Et une croissance équilibrée avec, il ne faut pas l'oublier, certes, l'aide sous la forme des fonds structurels émanant de l'Europe de l'Ouest. Ils ont beaucoup aidé à cela. C'est aussi pour la sagesse de leur transition dans le domaine politique que les pays de l'Europe centrale ont été salués, en particulier la Pologne de Bronisław Geremek, qui a su éviter les affrontements entre ex-communistes et libéraux, et aussi la République tchèque avec le président Václav Havel. Aujourd'hui, le paysage a brusquement changé, notamment en Pologne, avec un courant très particulier et nationaliste, le courant très particulier et nationaliste du parti de Kaczynski, et la Hongrie avec Viktor Orban. Il n'est pas jusqu'à la Slovaquie, dans une moindre mesure la République tchèque, qui soit contaminée. Alors mon cher Georges, je vais être très bref, alors mon cher Georges, que faut-il penser de tout cela? L'Europe centrale est-elle cette ingrate que certains de nos concitoyens la soupçonnent de devenir? Met-elle en danger la refonte de l'Union européenne que les secousses actuelles rendent nécessaire? C'est à nous faire comprendre ce qui se passe et ce qui nous attend que nous vous convions. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette invitation. Merci aussi aux organisateurs. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que j'interviens au Cercle Condorcet, mais je crois que la précédente était il y a une dizaine d'années de cela. C'était à la mairie du 13e, si mon souvenir est bon, mais le sujet était toujours le même, l'Europe centrale. Oui. Sauf que la situation était différente à ce moment-là, parce que, comme tu as très justement souligné, ce pays allait de succès en succès pendant un certain temps, et soudainement, ils nous ont déçus par ce qui se passe, bien entendu, là-bas. Alors, je me rappelle qu'il y avait quand même quelques personnalités lucides et clairvoyantes qui, d'une certaine façon, ont mesuré le parcours qui est chaotique de ces pays, partant du succès de la transition économique à l'insuccès de la transition sociale et, en troisième lieu, à ce qui se passe politiquement aujourd'hui dans ce pays et qui est la conséquence d'ailleurs de ce télescopage du succès et de l'insuccès que je viens de citer. Je me rappelle que Bronisław Geremek
eu la gentillesse que tu as eu, la gentillesse de citer, avait dit déjà en 1991, la voie de la liberté est ouverte, celle de la démocratie reste incertaine. Et effectivement, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la démocratie. Alors pour préciser peut-être, avant d'entrer dans le vif du sujet plus informatif sur ce qui se passe en Europe centrale, quelques éléments conceptuels, parce que je crois qu'on a entre autres du mal à trouver une grille de lecture de ce qui se passe dans ces pays. Il y a beaucoup de concepts utilisés. Évidemment, celui qui est le plus fréquemment utilisé, c'est celui du populisme, qui est une sorte de concept valise où on peut tout mettre. C'est à la fois le discours anti-élite, c'est un discours pour la prise des pouvoirs qui est un discours démagogique, fait de promesses qui ne seront jamais réalisées. C'est aussi un certain comportement tribunicien, comme on dit en sciences politiques, des leaders autoproclamés. Aujourd'hui, le monde foisonne de ce type de leaders et on les appelle les populistes. Le dernier en date a été cité tout à l'heure pour les États-Unis. Tout ça ne nous avance pas beaucoup parce que ce concept est vraiment polysémique. On a du mal à l'utiliser comme quelque chose de cohérent et qui rassemblerait tous ces phénomènes. Alors il y a un autre, en plus c'est un concept déjà ancien, usé, utilisé dans des contextes très différents. Un autre concept a fait émergence récemment, c'est-à-dire en 1997, cité, ou plutôt défini par Zakaria, peu importe le nom, dans la revue Foreign Policy, et c'est le concept d'illibéralisme. Ce concept est jeune, il n'a pas encore été vraiment testé. À l'époque, en 1997, on s'imagine mal à quoi il s'applique, peut-être au poutinisme, médiévisme, Medvedev, du début, peut-être aussi au préliminaire de durcissement turc, mais pas du tout encore à l'Europe centrale, bien entendu. Alors il a soudainement pris le devant de la scène avec l'Europe centrale, surtout avec Viktor Orban et la Hongrie, et dans le sillage de victoires successives de 2010 et de 2014 de Viktor Orban, aussi en Pologne avec la victoire de Jarosław Kaczyński et de son parti Droit et Justice, PiS, en 2015, fin 2015. Jusqu'à là, ces deux pays, plus deux autres, plus des pays invités, mais disons ces deux autres, ce sont la Tchécoslovaquie, qui est devenue la République tchèque, et la Slovaquie, constituaient une sorte de coalition, alliance géopolitique, le Visegrad, le V4, comme on disait, et ils ont effectivement invité à participer à ce V4 la Slovénie et d'autres pays encore, mais pour l'essentiel, c'était ça le corpus géopolitique, sans des institutions durables, plutôt avec une activité périodique, sporadique de coopération. Dans la première étape, cet ensemble, qui au début était un triangle, s'est justifié parce qu'il était largement soutenu d'ailleurs par la CE et ensuite par l'Union européenne, parce qu'il permettait d'ajuster en quelque sorte les stratégies d'adhésion à l'Union européenne de ces trois pays et éviter qu'ils ne se fassent pas la course d'athlètes, chacun de ces pays considérant qu'il méritait plus que les autres d'adhérer aussi vite que possible à l'Union européenne. Et l'Union européenne a incliné ces trois pays et a encouragé l'expérience de Visegrad. Évidemment, Visegrad était aussi vu des côtés de ces pays comme autre chose que
ce que voyait dans Visegrad l'Union européenne, plutôt comme un instrument pour faire pression sur l'Union européenne, pour accélérer le processus d'adhésion. Mais le bénéfice de l'existence de Visegrad, c'était pour l'essentiel à ce moment-là l'ajustement des politiques d'adhésion, les transferts de modus operandi pour mieux s'approcher de l'Union européenne, pour avaliser ce qu'on appelle les acquis communautaires de façon plus performante, les 80 000 pages qu'il fallait digérer sur le plan législatif pour pouvoir mériter les statuts des pays membres. Et tout ça était donc assez vivace, pour l'essentiel stratégique, mais sans base institutionnelle dure, plutôt une sorte de coordination légère, avec de temps en temps quelques activités culturelles, intellectuelles de coordination. C'est important de le dire parce qu'en 2004, lorsque ces pays ont adhéré à l'Union européenne, en apparence, Visegrad a perdu sa raison d'être, et on se demandait, d'ailleurs, ils ont fêté bien sûr ensemble l'adhésion, mais les succès de l'adhésion étant là, la fête était très palote, et on a eu l'impression même que Visegrad finalement allait se réduire à de toutes petites activités culturelles et intellectuelles avec un fonds minuscule de quelques millions d'euros. Eh bien, Visegrad va ressusciter après 2014-2015 et pour des raisons qui tiennent à l'évolution politique de ces pays. Par ailleurs, ces pays avaient aussi un parcours remarquable, on l'a déjà souligné, mais ça vaut la peine peut-être de parler de la Pologne un tout petit peu plus parce que c'est la Pologne qui a eu le plus de succès. C'est le seul pays, ou quasi le seul pays qui a traversé la grande crise de 2008-2009 sans récession, avec même un tout petit peu de croissance, aussi parce qu'elle n'avait pas de crédits toxiques, qu'elle n'était pas du tout entourée des réseaux bancaires, c'était plutôt un réseau encore assez primitif et autarcique, ce qui lui a permis d'échapper justement à des fluctuations financières trop fortes, mais aussi parce que la Pologne a sans doute utilisé de façon la plus astucieuse les fonds structurels et les fonds de cohésion, les différents fonds européens, avec un taux d'assimilation beaucoup plus fort que les autres pays de Visegrad. Bref, c'est un pays à succès. Tout le monde s'émerveillait devant cette Pologne qui, vous vous rappelez peut-être, avait auparavant la réputation, une sorte de stéréotype de pays anarchiques, de pays de feignants. La propagande russe, lorsqu'elle voulait attaquer le mouvement oppositionnel en Pologne des années 80, par exemple, disait « ces gens n'aiment pas travailler, c'est pour ça qu'ils font tout le temps grève ». Et c'était un stéréotype courant, et donc il y avait un télescopage d'images entre cette Pologne-là, souvent bâtie par la propagande de ses adversaires, et la Pologne nouvelle, renaissante. Tous ceux qui sont allés en Pologne récemment peuvent en attester. C'est un pays énergique, dynamique, en construction, et effectivement un pays de succès. Un des indicateurs de ces succès, ça peut être le fait qu'un Polonais, dans toute cette vague de pays récemment acceptés dans l'Union européenne, a occupé le poste de président du Parlement européen pendant 2 ans au titre d'échange entre le groupe socialiste et le groupe démocrates chrétiens et libéraux. Et aussi, et ça c'est sans doute encore un indicateur plus fort, le Premier ministre polonais Donald Tusk est devenu président de l'Union européenne et aujourd'hui il est à la tête donc de cette assemblée intergouvernementale qui décide du destin de l'Union européenne. Ce n'est pas rien. Il sera sans doute, malgré le fait qu'on cherche, venant de Pologne et de ses adversaires, à couper court à sa carrière, il va sans doute, justement pour cette raison-là, peut-être aussi, être conduit dans ses fonctions pour 2 ans et demi de plus. Tout ça est un témoignage incontestablement de la réussite. Et puis le choc vient, il vient d'abord de la Hongrie, mais la Hongrie c'est un petit pays.
un petit pays qui ne pesait pas lourd dans cet ensemble de l'Union européenne. Lorsque Orbán est venu au pouvoir en 2010, il était au pouvoir un peu avant, il l'a perdu, il est revenu en 2010, mais en 2010, il a eu la majorité constitutionnelle et du coup, il a commencé à pratiquer son expérience d'illibéralisme. Illibéralisme, c'est quoi? C'est tout simplement un système de... Si vous prenez deux concepts, la démocratie d'un côté, le totalitarisme de l'autre, c'est un peu le frère siamois sur un continuum, comme ça. C'est deux types idéaux, c'est-à-dire que dans la réalité, il n'y a jamais de démocratie parfaite, mais il n'y a jamais non plus de totalitarisme complet. Et il y a toujours quelque chose qui fait que c'est plutôt des distances qui permettent de mesurer jusqu'où on s'approche de ce que Max Weber appelait les types idéaux, c'est-à-dire des concepts idéaux. Et sur ce continuum, au début, Orbán apparaissait comme quelqu'un honnêtement élu, grâce à des mécanismes démocratiques, mais pratiquant une politique antidémocratique. D'où cet illibéralisme qui tenait au fait qu'il accusait les équipes précédentes d'être ultralibéraux et il a démonté en quelque sorte tous les mécanismes qu'il considérait comme représentatifs de la démocratie libérale, c'est-à-dire tous les mécanismes de contrôle démocratique, de contre-pouvoir. Il s'est attaqué à un des principes fondamentaux de la démocratie, c'est-à-dire le partage des trois pouvoirs, que en France nous connaissons bien, mais ailleurs aussi, c'est-à-dire qu'il a avantagé et privilégié le pouvoir exécutif qui était entre ses mains, le pouvoir législatif parce qu'il avait, tout le pouvoir et notamment la majorité constitutionnelle, donc il pouvait bricoler la Constitution comme il l'entendait, et c'est ce qu'il a fait, il ne s'en est pas privé, en démontant le mécanisme de contrôle démocratique, et par contre, il a rendu dépendant le pouvoir judiciaire, totalement. Au sens où, d'une part, il a démonté ce qui était le contrôle essentiel que nous connaissons ici, c'est le contrôle constitutionnel de la conformité des lois votées avec la Constitution. Il a démonté donc le tribunal constitutionnel hongrois d'abord, en le privant de sa capacité de contre-contrôle et de contre-proposition, ou des critiques tout simplement. Il a soumis à son pouvoir exécutif tout le pouvoir judiciaire, les juges, les procureurs, les magistrats et les avocats, en les privant de certains privilèges. Et il a développé à côté de cela un discours qui lui a donné une sorte d'homogénéité idéologique sur le pays, autour du nationalisme hongrois, qui est très particulier, qui est un nationalisme victimaire d'un pays qui se considère comme une permanente victime de l'histoire, à commencer par le congrès de Trianon qui, du fait du rapport de force après la Première Guerre mondiale, a décidé, comme vous savez sans doute, de punir les empires et de punir par conséquent l'Empire austro-hongrois, mais dans l'Empire austro-hongrois, l'Autriche est restée l'Autriche, mais la Hongrie, par contre, a été découpée de toutes parts, et de 15 millions, grosso modo, de Hongrois, il en est resté au même endroit, dans le même espace, qu'à peu près une dizaine de millions, avec le temps démographique, le reste ayant été dispersé entre la Transylvanie, la Roumanie, la Voïvodine, la Yougoslavie, et une partie de la Slovaquie, Košice, vous voyez, en bas de la Slovaquie. Et cet effet, ce syndrome de Trianon, est quelque chose d'une sorte de blessure historique permanente qu'on peut réactiver à tout moment pour unir tous les Magyars, tous les Hongrois autour du même drapeau. Et c'est ce qu'il fait de façon extrêmement efficace, en ajoutant à cela aussi d'autres éléments de permanence victimaire. C'est la manière dont les Alliés se sont comportés avec le Hongrois en 1945, il considère Orbán, et il fait partager ce point de vue à la majorité des Hongrois,
que la Hongrie a été injustement devenue dépendante de l'Union soviétique et qu'en plus, en 1956, bien sûr, elle a été victime elle n'a pas pu proclamer sa souveraineté, montrer le vrai désir du peuple hongrois, et elle a été noyée dans le sang. Vous savez, l'intervention de l'armée soviétique en 1956 contre l'insurrection hongroise. En plus, ça lui permet, ce discours-là, qui mobilise donc toutes les énergies nationales, de faire plusieurs coups en même temps. Un de ces coups, c'est de priver de légitimité ses opposants à gauche. Alors, ils ont perdu beaucoup de légitimité par eux-mêmes, parce qu'ils ont été au pouvoir, c'est un des paradoxes de ces pays. Ce sont des ex-communistes souvent convertis à la social-démocratie avec l'accord de l'internationale socialiste au bout de compte, qui ont géré les premières années de la transition et qui ont été aussi victimes ou acteurs de la corruption. Et cette corruption les a d'une certaine façon, lorsqu'elle est apparue au grand jour, on se souvient sans doute des paroles du Premier ministre Gyurcsány qui, à un moment donné, a dit à un journaliste « nous leur avons menti », etc. Et puis quelqu'un d'indiscret a sorti la bande et l'a jeté à la pâture de toute la nation, et tout le monde a compris que les socialistes mentaient. Et donc ça a été un effet de délégitimation. Et pour Orbán, ça a bien sûr aidé, mais en plus, Orbán a ajouté à cela que ce sont des anciens rouges qui sont peut-être devenus roses, mais ils sont toujours rouges, et que ce sont donc ceux qui ont participé à la trahison de la Grande Hongrie. Et puis ça lui a permis un autre coup, car il a à sa droite la renaissance d'un mouvement d'extrême droite. Il y a une tradition d'extrême droite en Hongrie, et ça vous le savez, la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu plusieurs fractions, dont d'ailleurs une fraction alignée complètement sur Hitler, mais il y a eu aussi l'amiral Horthy et une sorte de troisième voie qu'adoraient les leaders populistes d'extrême droite hongrois. Et ça lui a permis, avec ce discours nationaliste, déminorer leur impact sur la population hongroise et de devenir en fait le seul maître à bord. Il n'a pas d'opposition, l'opposition est fragmentée, et il postule que ce qui est le plus important évidemment pour la Hongrie, c'est sa souveraineté, d'où une tonalité très eurosceptique dans son discours aussi. Il est partisan, et ça plaît à une certaine majorité de Hongrois, de patriotisme économique. On a connu ça, consommer hongrois, etc. Produisez hongrois, favorisons la petite et moyenne entreprise hongroise, fiscalisons au maximum les capitaux étrangers. Ce n'est pas forcément ce qu'il fait, mais c'est certainement ce qu'il dit. Et il ne le fait pas parce qu'il sait très bien que son succès dépend aussi de ce qu'il réalise sur le plan économique, même beaucoup de ce qu'il réalise sur le plan économique. Et si ça marche relativement en Hongrie depuis peu de temps, c'est entre autres parce que beaucoup d'investisseurs étrangers se sont dit finalement c'est un régime qui tient, qui a une certaine durée, et que cette durée est garantie par le système Orbán, et pourquoi pas investir. Vous connaissez, l'argent n'a pas d'odeur, etc., etc. Donc le cynisme des investisseurs étrangers fait que les capitaux sont revenus en Hongrie. Et puis, par ailleurs, évidemment, il a constitué quelque chose qui est une base de son pouvoir, une sorte de néo-nomenclatura. C'est plus la nomenclatura rouge, c'est la nomenclatura népotique, c'est-à-dire ses amis, sa famille, ses amis du lycée. Tout le monde bénéficie de la proximité du chef. Enfin, tous ces gens-là. Et constitue, bien entendu, une base de support pour lui, notamment parce qu'il, certains parmi eux,
ont pris le monopole des médias. Et les médias sont un facteur principal pour porter ce discours nationaliste et pour renforcer le pouvoir d'Orbán. Il a gagné 3 élections de suite en 2014. Alors cette fois-ci, il n'a pas la majorité constitutionnelle. Ça l'embête beaucoup parce qu'il voudrait, ça j'y reviendrai, tenant compte du contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire du problème de migration, il aurait bien aimé pouvoir modifier la constitution hongroise pour empêcher tout migrant, et en tout cas tout quota proposé par l'Union européenne, de s'insinuer dans la politique intérieure de la Hongrie. Non pas qu'il ne l'aurait pas aimé, mais dans son cynisme, il sait que ça marche électoralement. Et pour que ça marche électoralement, il faut donner des preuves au peuple. Et donner des preuves au peuple, ça veut dire modifier la Constitution, mais il n'a pas la majorité pour cela. Il a fait constitutionnel. Il a fait un référendum récemment à ce propos. Vous savez qu'il n'a pas pu le légitimer parce que la fréquence, la participation était en dessous du seuil exigé. Mais par contre, ceux qui ont voté à presque 90% pour que pas un immigré ne rentre, alors illégal, on nuance, on sémantise la question, mais il s'agit bien d'immigrés des conflits d'État, de guerre d'aujourd'hui, ne puissent rentrer en Hongrie. Deuxième pays canard boiteux dans cette Europe centrale, c'est la Pologne depuis 2015. Alors là aussi, il faut essayer de comprendre ce qui s'était passé. Pendant 8 ans consécutifs, le pouvoir était tenu par une formation libérale centriste où il y avait à la fois le centre-gauche et le centre-droite qui par alternance arrivaient à gouverner acrobatiquement, mais le leitmotiv de ce gouvernement était le libéralisme. Chacun pour soi, la méritocratie totale, c'était accompagné d'un succès économique, donc ça marchait. En 2015 encore, donc avant l'arrivée au pouvoir du droit et justice, la croissance polonaise tournait autour de plus de 4%. Aujourd'hui, on sait déjà qu'il y a une décroissance assez rapide et ce qu'on annonce, c'est plutôt 2,5%. Et tout ça probablement parce que la politique économique de droit et justice aujourd'hui pâtit de certaines erreurs importantes. Mais en tout cas, ces libéraux étaient aveuglés, on peut dire ça comme ça, par leur succès, au point qu'ils ont complètement oublié que quand il y a de la croissance, il faut la redistribuer de façon juste. Au moins que ce soit une façon juste. Pas forcément dans l'idéal de la justice, mais en tout cas pour que l'opinion publique considère que le gros de la population bénéficie de cette croissance. Et ça a été la grosse erreur, de la myopie de ce pouvoir qui tranquillement croyait arriver aux élections. Les sondages, maintenant on sait que les sondages font totalement abstraction d'un phénomène que moi j'appelle l'attraction du vide, et qu'ont les gens parfois de se dire bon ça suffit les autres, là on ne sait pas ce qui va arriver mais votons quand même, même si ça peut être le gouffre. Bon. Et ce qui s'est passé en Pologne, c'est-à-dire que l'absence justement des transferts sociaux, d'aide aux populations qui ont été laissées de côté de la croissance, a fait que malgré les sondages qui donnaient le Parti libéral gagnant, en tout cas le président de la République gagnant, et d'où d'ailleurs une campagne électorale faiblarde, eh bien c'est Droit et Justice qui a gagné. Or, Droit et Justice, c'est un parti qui s'est constitué embryonnairement tout de suite après 1989, contestant le compromis historique polonais qui a été discuté et conclu autour de la table ronde polonaise entre février et avril 1989, entre les communistes et l'opposition démocratique. Et pour que ça marche, il fallait ce que certains transitologues américains appellent
le schéma des four players, c'est-à-dire qu'il fallait que ceux qui soient forts soient d'un côté ceux qui sont réformateurs et de l'autre côté ceux qui sont modérés. Et c'était le cas de figure polonais, c'est-à-dire que les conservateurs du parti étaient plus faibles que les réformateurs du Parti communiste, et de côté de l'opposition et du syndicat Solidarność, ce sont les modérés qui étaient plus forts que les radicaux. Les radicaux voulaient la révolution tout de suite, les modérés voulaient négocier parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Nous sommes en plein gorbatchevisme, l'Union soviétique est encore là, il y a 3 millions de membres du parti en Pologne, il y a 200 000 soldats de l'armée rouge en Pologne, donc personne ne sait ce qui va se passer, et donc les modérés considèrent qu'il faut une stratégie de démocratisation rampante au lieu d'une rupture révolutionnaire, et c'est ce qu'ils négocient avec les communistes, et les communistes eux-mêmes considèrent qu'ils sont en train de perdre le pouvoir, et donc ils négocient les meilleures conditions de reddition, notamment pour se retrouver, grâce au droit d'auteur sur cette négociation, en tranquillité dans la période de construction de la démocratie. Or, il y a un groupe politique qui conteste cela. C'est des radicaux qui considèrent qu'on aurait pu aller plus vite, on aurait pu casser les communistes, faire une décommunisation radicale, c'est ce que Geremek redoutait, c'est-à-dire pendre en fait les communistes à toutes les lanternes. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais ce groupe politique, au début embryonnaire, petit, n'ayant pas beaucoup d'influence, avec les difficultés économiques, sociales, etc., grossissait de plus en plus, et il était dirigé pour l'essentiel par les deux frères Kaczynski, les frères jumeaux Kaczynski, dont un, comme vous savez, est mort dans la catastrophe de 2010 à Smolensk, et lui était président de la République. Ils ont gagné pour la première fois les élections en 2005, présidentielles et législatives. Le problème pour eux, c'était qu'ils ne les ont pas gagnés seuls, mais avec des alliés, et donc ils étaient obligés de faire une coalition exotique, parce qu'eux-mêmes étaient, disons, socio-étatistes et centristes en même temps quelque part, certainement catholiques mais pas radicaux, catholiques, après ils ont évolué, bien sûr, ils se sont radicalisés avec le temps, et à côté d'eux, il y avait un autre petit parti ultra-catholique, la Ligue des familles polonaises, et un autre parti, alors tribunicien, populiste, agrarien, qui s'appelait Autodéfense paysanne, et ils ont fait la coalition avec ces deux petits partis pour pouvoir gouverner, alors qu'ils avaient en même temps la présidence de la République entre leurs mains. Et ces deux partis les ont trahis, je ne rentre pas dans les détails, donc il fallait faire de nouvelles élections législatives, ce qui a permis au parti libéral dont je parlais tout à l'heure de revenir au pouvoir en 2007, avec Donald Tusk à la tête, en tant que Premier ministre. Mais le président est resté, il est resté jusqu'à sa mort dans cet accident d'avion. En 2015, Kaczynski gagne. Alors, il gagne sur ce discours, justement, qui gomme tous les éléments radicaux dont il se distinguera maintenant, et en mettant l'accent surtout sur les éléments sociaux. Il promet beaucoup de choses sur le plan social, et évidemment, c'est le point faible, la plus grande vulnérabilité des libéraux, et c'est grâce à cela qu'il gagne, et notamment grâce à une promesse qu'il a labellisé 500+, c'est-à-dire 500 zloty par famille, par enfant dans chacune des familles, par mois, donc c'est un apport considérable, surtout pour les familles pauvres qui ont plusieurs enfants. Il se retirera partiellement de cette promesse, mais quand même, il la réalisera. Et si aujourd'hui on voit que son parti est toujours le parti le plus populaire,
38% de popularité dans le dernier sondage qui date d'aujourd'hui, alors que ces partis adverses n'ont que 15-14%, c'est dû essentiellement, évidemment, au fait qu'ils réalisent ce projet social. Et qu'il y a des gens qui considèrent que eh bien, il a promis et il n'a pas menti. Mais en quoi consiste le projet Kaczynski pour pouvoir dire qu'il s'agit d'illibéralisme? Son modèle, c'est Orbán. Et donc, il s'inspire du modèle hongrois. D'ailleurs, il fait une alliance, une vraie coalition avec Orbán. Il l'a reçu plusieurs fois, ils se sont vus. Alors, sur le plan socio-technique, comme il se sait pas très populaire en Pologne en tant qu'individu, il a mis en avant quelqu'un pour le poste de Premier ministre et quelqu'un pour la présidence de la République. Et donc il a deux personnes, c'est un peu comme s'il était ventriloque, parce que eux parlent ce qu'il dit, ou peut-être qu'ils ont un prompteur, mais en tout cas, il y a un unanimisme de discours, il n'y a aucune différence entre l'exécutif et lui-même, et lui est planqué quelque part dans une rue à Varsovie, là où se trouve le bureau de son parti, et on dit que tous les matins, il envoie un petit mot à chacun, quel langage utiliser, comment parler, etc. Donc il établit, un peu comme Orbán, sauf que Orbán est en première ligne, et lui est derrière, en tirant les ficelles, mais il établit une sorte de dictature sur son propre parti, qui parle une seule voix. C'est le premier phénomène surprenant. Alors il s'explique, on peut dire, par une sorte de charisme de Kaczynski, qui tient d'abord au fait qu'il a transformé l'or en vin, puisqu'il a gagné les élections qui n'étaient pas gagnables, ou qu'il a marché sur l'eau, je ne sais pas ce qu'il a fait exactement, mais en tout cas il est apparu comme quelqu'un qui a des pouvoirs surnaturels. Et deuxièmement, il réunit cette partie de son électorat autour du deuil partagé après la mort de son frère. Deuil d'autant plus fort. Combien de temps il me reste encore? 20 minutes. D'accord. Donc, deuil partagé aussi parce que il lance l'idée qu'en fait c'était un complot, que ce n'était pas un accident d'aviation, mais un complot monté entre les Russes et Donald Tusk contre la famille Kaczynski et surtout contre la grande idée que Kaczynski voulait introduire. Et donc il y a une sorte de communauté émotionnelle qui s'est constituée très forte autour de ce monsieur qui est dans une rue quelque part et qu'on voit seulement apparaître soit par moment, par reportage, parce qu'il est simple député à la Diète, au Parlement polonais, donc on voit de temps en temps ce monsieur apparaître quand il y a un reportage de la Diète, ou pendant les commémorations qui se tiennent tous les mois, chaque 10e jour du mois, on appelle ça les mensualités, pour commémorer la mort de son frère et le complot russo-libéraux-polonais. Et ce soutien ne faiblit pas en réalité. Il est encore toujours très fort, tout simplement parce que l'opposition politique elle-même est totalement ou presque totalement désintégrée. Ils ont un peu de députés, mais ils ont un rôle de figurants. Et alors, en quoi il imite Orbán? Tout simplement en faisant exactement la même chose qu'Orbán, mais plus rapidement parce qu'il n'a pas la majorité constitutionnelle, de façon plus dramatique, presque comme s'il régnait par décret, 49.3, d'une certaine façon, en faisant passer des décisions qui sont prises par la majorité des députés qui sont de son parti à la Diète.
le plus souvent dans les séances nocturnes, ce qui ajoute encore à une sorte d'image des révolutions en chambre, qu'il appelle d'ailleurs lui-même la révolution conservatrice. Alors qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, la première cible, comme chez Orbán, c'était le tribunal constitutionnel. Il savait qu'il n'avait pas la majorité parmi les juges du tribunal constitutionnel, qu'il ne pouvait absolument pas compter sur le président de cette instance, et donc ce qu'il a essayé de faire, c'est révoquer par le vote nocturne quelques juges et nommer de nouveaux juges. Et depuis ce moment-là, ces premiers actes législatifs, il y a une paralysie totale du tribunal constitutionnel, qui est quand même la pièce maîtresse qui gère la séparation des pouvoirs. Parce que si une loi qui n'est pas conforme à la constitution polonaise est votée, le tribunal a le pouvoir suprême de la rejeter. Donc ça gêne le projet global de Kaczynski. Le projet global de Kaczynski, c'est d'abord la durée de son propre pouvoir, il l'a dit. Il veut aller au-delà des 4 années qui sont constitutionnelles, gagner les élections suivantes, et il veut surtout changer de régime. Il considère que le régime qu'il a trouvé lorsqu'il est arrivé au pouvoir, surtout en 2015, était un régime impur, un régime issu de ce compromis historique, et donc donnant du pouvoir à des ennemis de la démocratie, c'est-à-dire les rouges, à des roses qui sont des complices des rouges, et donc un régime bâtard qui n'est pas le vrai régime polonais. D'ailleurs, il souligne comme Orbán la question nationale, de la souveraineté nationale. La Pologne, c'est l'objectif principal. Or, ce qu'on appelle la Deuxième République polonaise, c'est-à-dire celle de 1989 à 2015, était un pays dépendant, selon Kaczynski, toujours dépendant de qui on ne sait pas très bien, mais il adore d'ailleurs ce système de désignation d'ennemis sans le nommer. Et donc on a l'impression qu'il y a un complot effectivement derrière les frontières de la Pologne. On pense aux Russes, bien entendu, parce que pour les Polonais, c'est le principal traumatisme géopolitique, tenant compte de son histoire, et il joue avec ça. Et donc l'objectif, c'est de remplacer cette Troisième République par sa conception, qui est la Quatrième République, sa République à lui. Et sa République à lui, c'est la Pologne souveraine, la Pologne qui ne se laisse pas dicter quoi que ce soit de Moscou ou de Bruxelles, qui considère parfois comme l'analogue de Moscou, et tout ça s'est cristallisé aussi bien pour lui que pour Orbán autour de la question du quota des immigrés. Rejet total de quotas. Mais il a autre chose en tête pour pouvoir vraiment construire sa quatrième. Je reviendrai à cette histoire de quotas parce que ça concerne Visegrad, mais il a en tête autre chose. Il a en tête une nouvelle légitimité pour cette nouvelle République, la Quatrième République. Et pour l'obtenir, cette nouvelle légitimité, il a besoin à la fois de déboulonner des statuts ceux qui ont fait la sortie du communisme, c'est-à-dire ceux qui étaient artisans de la table ronde en 1989, et il a aussi pour objectif de se mettre, lui et son frère, au centre du nouveau panthéon polonais. Et pour cela, il pratique ce qu'on appelle maintenant couramment en Pologne la politique historique. Et cette politique historique est habillée en instruments, notamment l'Institut de la mémoire nationale, qui a pour objectif de sortir des dossiers de la police politique qui compromettent les anciens dirigeants, par exemple Lech Walesa, en le stigmatisant d'avoir été agent de la police politique communiste, tout simplement pour le sortir du panthéon des héros de la Pologne et s'y mettre soi-même. Alors c'est un vaste projet, je n'ai pas le temps ici de les développer, mais on instrumentalise
l'histoire de façon à créer une nouvelle légitimité, un nouveau socle de légitimité pour ce nouveau pouvoir, pour la 4e République. Pour cela, il a plusieurs manipulations sociotechniques, comme d'ailleurs Orban. La première importante, c'est de réunir en une seule fonction le poste de ministre de la Justice et le poste du procureur général, ce qui lui permet, évidemment, ce qui lui donne la possibilité de nomination de nouveaux juges, magistrats, etc. De cette manière, soumettre à soi-même tout le processus judiciaire, ce qu'il réussit d'ailleurs, il commence à réussir, même s'il y a une forte opposition dans le corps judiciaire polonais. Comme d'ailleurs, il y a des mouvements sociaux qui réagissent. Ça, moi, je montre là l'anatomie du pouvoir de Kaczynski, mais en face, il y a quand même des mouvements sociaux et des manifestations. Je parlerai peut-être pendant le débat, s'il y a des questions, je raconterai ça un tout petit peu quand même. Il fait autre chose encore, il annule complètement la règle du civil servant, de la norme qui a été d'ailleurs un des points importants dans le paquet d'européanisation institutionnelle de la Pologne, c'est-à-dire l'introduction des concours pour le poste dans l'administration, dans la fonction publique. Il annule tout ça, pourquoi? Parce qu'il veut avoir la liberté totale de nomination des siens, donc la création de cette nouvelle nomenclatura administrative, suivant en cela encore le modèle Orban. Il a, grâce à cela aussi, et grâce à une nouvelle loi sur les médias, obtenu le contrôle total des médias publics, qui ont changé du jour au lendemain la manière de fonctionner, l'objectivité étant les cadets de leurs soucis. Ces journalistes, nouveaux journalistes, on a éliminé les anciens, il y a eu des charrettes éliminées, mais à tous les niveaux de l'appareil d'État, mais surtout dans les médias, et on a mis des nouveaux journalistes qui tout simplement font une sorte de panégyrique à chaque journal de la télé, vous entendez des choses extraordinaires que réalise Kaczynski, et on stigmatise en même temps les ennemis. Le taux d'écoute a baissé, évidemment. Et par ailleurs, il y a quand même encore, dans cette image, la démocratie est là, hein. Il y a encore des médias privés. Même si on prépare une loi, et même si Kaczynski a donné l'ordre à des acteurs institutionnels polonais de ne plus financer des publicités dans ces médias privés. Malgré cela, les médias continuent grâce à des financements privés et même si apparemment ils ont du mal à résister. Et puis il y a le discours nationaliste qui cimente tout cela et qui fait partie de la politique historique. Alors à cela s'ajoute le problème de l'attitude vis-à-vis de l'Union européenne, qui était dans le titre de ma communication. C'est un des points importants, à la fois de la politique on peut dire des 4 dirigeants de Visegrád aujourd'hui, à des degrés différents. Par exemple, si on prend la République tchèque, la Tchéquie, comme on dit maintenant dans le langage officialisé, il y a une cohabitation. Il y a un président eurosceptique et pro-russe qui, malgré tout, fonctionne dans les coalitions de Visegrád, mais qui est réellement pro-russe au point de soutenir Poutine ouvertement. Et en face de lui, il y a un gouvernement social-démocrate de coalition avec un autre courant qui lui est pro-européen et qui fait tout pour empêcher l'euroscepticisme de se développer. En Slovaquie, nous avons un populiste de gauche qui n'hésite pas parfois à faire des coalitions avec l'extrême droite slovaque de triste mémoire. C'est le gouvernement Tiso pendant la guerre qui a même anticipé en quelque sorte les lois juives
anti-juive des nazis pour déporter les juifs slovaques. Donc, vous voyez la référence historique. Mais lui, tout en étant de gauche, est membre de l'internationale socialiste cogitant, est-ce qu'on le sort ou est-ce qu'on ne le sort pas, il y a des débats là-dessus. Mais lui continue sa politique. Il est relativement eurosceptique quand ça l'arrange. Quand il y a l'argent européen qui vient, il n'est pas eurosceptique, ou plutôt il ne dit rien. Et quand il n'y a pas d'argent, il devient eurosceptique. Le plus eurosceptique sont incontestablement Orban et Kaczynski. Orban a quand même un jeu plus facile que Kaczynski parce qu'il fait partie du club de partis populaires, donc les démocrates chrétiens et libéraux aussi d'une certaine façon, paradoxalement, et du coup il bénéficie souvent de leur soutien lorsque la question hongroise est posée sur les arènes européennes, que ce soit à la Commission ou au Parlement européen. Il s'arrange, il recule, c'est un pragmatique finalement, c'est-à-dire quand il est fortement attaqué, il a été attaqué plusieurs fois par la Commission européenne, il a toujours su reculer au bon moment. Ce n'est pas le cas de Kaczynski. Et Kaczynski a sur son dos à la fois une procédure de surveillance de ce qui se passe dans la démocratie polonaise par la Commission européenne. Il a un agenda auquel il doit obéir de rectification de certaines décisions par la Commission de Venise du Conseil de l'Europe. Il a des critiques des différents commissaires. Il a des critiques de l'ONU même, en tout cas de la Commission droits de l'homme de l'ONU. Bref, la Pologne, elle est effectivement, en plus, comme il pense, comme il considère, maltraitée par les agences de cotation qui souvent envoient des avertissements et parfois même dégradent la cote polonaise, ce qui évidemment a un impact économique sur les investissements étrangers en particulier. Est-ce que ça va durer? C'est la conclusion, si j'ose dire ainsi. C'est difficile à dire parce que quand on regarde les taux de popularité de Kaczynski, il reste populaire à cause de son projet social et à cause de cette dépense publique inouïe qu'il fabrique. Mais ça a bien sûr un contre-effet, c'est-à-dire que ça risque de creuser le déficit budgétaire au point de rendre l'économie pas performante et faire stagner les investissements, démotiver les producteurs et considérer que l'existence du succès de Kaczynski est due à la monnaie de singe, grosso modo. Et que cette monnaie de singe, un jour ça s'épuise, ça ne fonctionne plus, et ça s'arrête. Donc il y a cette contrepartie-là. Par contre, les derniers sondages d'opinion montrent quelque chose de curieux et qui est plutôt pessimiste, c'est que la jeune génération, la tranche d'âge entre 20 et 35, vous savez, tous ces gens qui sont complètement on les appelle digital native, c'est-à-dire pas English native, mais digital native, ceux qui sont complètement dans les start-up. Eux, ils ont une logique conservatrice et ils déclarent l'attachement aux valeurs conservatrices. Et donc, c'est sans doute des gens qui soit ne vont pas voter parce qu'ils s'en foutent totalement, ils préfèrent pendant la période de vote aller faire du surf au Portugal, ou ils votent, et alors là, ils votent les conservateurs. Et puis, il y a à côté de cela, le développement de l'extrême droite, en Pologne comme en Hongrie. En Hongrie, pour l'instant, c'est plus ou moins contenu par Orban. En Pologne, c'est une progression croissante. Le 11 novembre, au cours de fête d'indépendance, il y a eu plusieurs cortèges en Pologne. Il y a eu un cortège dit pour l'indépendance, la marche pour l'indépendance. 70 000 personnes, ce qui était beaucoup par rapport à d'autres cortèges. Et les mots d'ordre essentiels étaient les mots d'ordre fascistes, carrément. Xénophobie, anti-immigrés,
antisémites, etc., etc. Bref, il suffit de regarder le catalogue de leur mot d'ordre. En plus, ils ont ajouté à cela de brûler le drapeau de l'Ukraine parce qu'ils sont aussi anti-ukrainiens. Et il y a une composante paradoxalement fasciste, pro-russe, à l'intérieur de cette extrême droite polonaise. Ce qui est paradoxal, mais il y a des fascistes en Russie aussi. Bon. Donc on ne peut rien dire, sauf que l'espoir est sans doute peut-être dans le mouvement social. Il y a un comité de défense de la démocratie qui fonctionne en Pologne et qui est capable de mobiliser dans la rue, dans des meilleurs moments, autour de 100 000 personnes, et dans des moins bons moments, comme par exemple le 11 novembre, par rapport à 70 000 d'extrême droite, ils n'ont mobilisé que 30 000, donc ça vous voyez évidemment la disproportion des forces était claire et nette. Mais ils sont quand même en train de s'organiser et pour l'instant constituent les substituts à la faiblesse des partis traditionnels. Donc c'est peut-être, à la différence de la Hongrie où il n'y a pas de mouvement social, où il y a très peu de mouvements sociaux, il y a eu 2 mobilisations, une contre la taxe contre Internet, une autre contre la réforme de l'éducation, et puis tout ça a collapsé. En Pologne, il y a quand même un mouvement social relativement important, et on a vu ça récemment avec le mouvement des femmes. Car un des facteurs, évidemment, en Pologne, de cette cohésion autour de Kaczynski et de l'idéologie de Kaczynski, c'est l'Église polonaise, qui est à 80%, bon, je suis optimiste, peut-être 90%, et intégriste, fondamentaliste. C'est vraiment une Église qui, d'ailleurs, n'est pas vraiment en ligne complètement avec Jean-Paul II, en tout cas pour la partie, une partie de Jean-Paul II. Non, je parle de Jean-Paul II, puisque pour les Polonais, c'est le seul pape, il n'y a pas d'autre. Évidemment. Il n'y en avait pas avant et il n'y en aura pas après, c'est clair. Mais le paradoxe, c'est évidemment qu'ils ne sont pas sur la ligne de Jean-Paul II, en tout cas la partie plutôt tolérante, ouverte, interconfessionnelle, pas du tout. Sur le mœurs, peut-être plus évidemment, mais en tout cas c'est une église conservatrice, arriérée, qui dicte beaucoup de choses et qui notamment s'est immiscée dans la loi sur l'avortement, qui était le fruit d'un compromis en Pologne dans les années 90, qui permettait, dans certains cas, limité, mais quand même, l'avortement était autorisé. Or, l'Église a demandé, et Kaczynski s'est exécuté, pas lui directement, mais des députés à la Diète, en proposant, en formulant un projet d'interdiction totale de l'avortement, accompagné d'ailleurs des commentaires de Kaczynski disant si l'enfant naît complètement handicapé ou mort, il faut le bénir et enterrer après, mais il ne faut surtout pas interrompre la grossesse. Et ça a eu un effet considérable parce qu'on a un peu comme c'est en Irlande ou en Islande qu'il y a eu la journée noire des femmes. Peu importe, il y a eu donc Irlande. Il y a eu donc un appel à la grève et une journée noire des femmes qui était un énorme succès et Kaczynski a été obligé de retirer la loi. Donc je termine sur cet accent optimiste. Bon. Merci Georges pour ce panorama très complet et d'ailleurs vous avez commencé à répondre un peu à la question que j'ai posée initialement et que je ne reposerai pas maintenant, mais qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous, pour le parti occidental de l'Union européenne, et notamment la zone euro. Je crois qu'il faudra sans doute y revenir un peu, mais je voudrais d'abord laisser la parole à la salle, effectivement, et à Pierre Cosset en premier. Merci. Je voudrais revenir sur le début de votre intervention. Vous avez dit régime illibéraux, mais est-ce qu'il s'agit encore de régime démocratique? La démocratie se définit par des élections libres et régulières. Alors, est-ce que ce qui se prépare,
y aura-t-il encore des élections pluralistes, avec accès à la télévision, liberté d'expression? Donc, est-ce que ce qui est le fondement formel de la démocratie, l'élection, est-elle menacée? C'était ma première question. Et la seconde, simplement, pour contrôler, je crois comprendre, il n'y a plus de partis politiques de gauche en Pologne. Le mouvement social, ça a disparu. Il y a, mais ils sont mais il n'y en a pas un à Dieppe. minuscules. Minuscules, délégitimés. Il faut dire que, pour commencer par la fin, le parti politique de gauche le plus fort était le parti converti du Parti communiste, composé donc par les cadres qui aujourd'hui sont dans ma tranche d'âge, 70 ans, 60-70 ans. Donc, par rapport à la réalité polonaise, déconnecté et sans vraiment de légitimité. Ayant été pour partie corrompu, un peu le même destin que le Parti socialiste hongrois. Les seules ouvertures, ce sont deux partis qui pour l'instant pêchent par le fait que ce sont plutôt des salons d'intellectuels que des vrais partis. Il y a un parti qui s'appelle Ensemble, qui a produit un miracle électoral parce qu'il n'existait pas 2 mois avant les élections, et il a fait quand même 3,5%. Donc il a obtenu même le financement pour le parti, qui lui est contesté par Kaczynski, qui va tout faire pour ne pas donner d'argent à ce parti. Il trouvera toujours une astuce, mais ce sont des jeunes pour l'essentiel, dont l'idée principale est vous avez complètement raté la transition, la transformation, vous n'avez pas pensé aux pauvres, aux laissés pour compte, etc. Nous allons y penser, mais nous n'allons faire aucune alliance avec aucun parti parce que tous les partis existants sont compromis, etc. Quelles sont leurs chances? Difficile à dire. Ils ont organisé pendant les manifestations du 11 novembre leur propre manifestation qui s'appelait la manifestation antifasciste. Ils étaient 900, donc vous voyez les proportions. Et puis il y a un autre groupe qui est plus intellectuel, de salon, mais qui a des clubs dans tout le pays. Difficile à dire ce qui en sortira. Donc la situation sur la scène politique est effectivement asymétrique. Il reste quand même quelques libéraux qui ont un peu de pouvoir législatif parce que c'est le deuxième parti par la force à la diète. Mais c'est plutôt le rôle de figurant parce que les autres ont la majorité, qui n'est pas la majorité constitutionnelle, mais qui est la majorité absolue. Donc ils ont toujours plus de 50% de voix pour eux. Or il faudrait qu'ils aient 75% pour pouvoir modifier la Constitution. En ce qui concerne l'état de la démocratie, c'est vrai, on appelle une démocratie consolidée lorsqu'il y a une régularité des épreuves électorales et qu'une équipe est remplacée par un autre parti, et puis la précédente revient au pouvoir, etc. Il est difficile aujourd'hui de dire que cette démocratie électorale est menacée. Je pense, et tout le monde pense, plutôt qu'on va bricoler la loi électorale de façon à garantir, mais ça se voit dans toutes les démocraties, y compris en France, de temps en temps en tout cas, rappelons-nous Pasqua, paraît-il, de Montauban. Hein. Oui. On ne m'a pas demandé ça. En tout cas, merci à Georges Minck.